Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver mardi 17 mars 2026. Grosse semaine fondamentale comme d'habitude, comme chaque semaine, mais encore plus avec les événements géopolitiques depuis le 28 février dernier, les opérations militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Grosse semaine, trois temps forts fondamentaux pour le cours du Bitcoin qui affiche une résilience étonnante depuis le début du conflit, puisque la veille du conflit, des opérations militaires, il était à 66 000, 67 000 dollars et donc qu'il est en gain depuis le début de ce conflit, ce qui est assez unique au sein de tous les actifs risqués en bourse, puisqu'au fond, les actifs en hausse depuis le début du conflit sont aussi, alors, le prix du pétrole, le prix du gaz, les taux d'intérêt, les grands acteurs du secteur de la défense, les compagnies pétrolières, et dans tout ça, nous retrouvons Bitcoin. Que fait-il là ? Pourquoi est-il là alors que beaucoup pensaient qu'il allait s'effondrer? D'ailleurs, beaucoup l'ont shorté massivement et sont déçus puisqu'ils sont en perte s'ils l'ont shorté le jour 1 du conflit. Alors, y a-t-il des explications à tout ça? Oui, il y a des explications logiques. Je les ai toutes trouvées. Il n'en me manque pas une seule. Non, je plaisante. Non, mais j'en ai trouvé certaines vraiment impactantes et surtout très logiques. Alors, cette complaisance est-elle provisoire? C'est possible. D'ailleurs, ce fut le cas avec le déclenchement des opérations en 2022, à l'époque, l'invasion russe de l'Ukraine, en plein cœur d'un bear market cyclique, de la théorie du cycle dit de 4 ans. Est-ce que nous faisons du bis repetita? On se reprend, et puis finalement, derrière, on reprend le cours du bear. C'est possible ou pas. Beaucoup de choses changent. 2026 n'est pas 2022. 2026 est 2022 selon la théorie du cycle de 4 ans. 2026 n'est pas 2022 en ce qui concerne la place maintenant qu'a le marché des cryptos, notamment son institutionnalisation aux States, aux États-Unis. Ce beau pays, New York, j'y suis allé 4 fois, j'adore. Chicago une fois, enfin j'ai fait beaucoup de villes. Mais New York, à chaque fois que j'y vais, la vue depuis le pont de Brooklyn sur le sud de Manhattan, c'est incroyable. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, on l'oublie presque parce que maintenant il n'y a que la géopolitique, mais c'est quand même une semaine de décision de politique monétaire de la Fed. Vous vous souvenez, la Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, on oublie, avant c'était ce qui comptait le plus. Vous allez voir que alors c'est majeur, bien sûr je plaisante là, je taquine, je suis un peu dans l'ironie, mais la Fed, cette semaine, elle met à jour ses projections macro. C'est une des dernières décisions de la Fed avec l'ami Powell, puisque Kevin Warsh arrive en mai. Ça va être intéressant de voir est-ce que Powell là, va se stresser d'événements géopolitiques, est-ce qu'il va parler de hausse de taux pour contrer un possible rebond de l'inflation. S'il fait ça, autant vous dire que Trump va le zigouiller au moins publiquement. Bon, ça va être passionnant. Donc cette semaine, la Fed, potentiellement un compromis entre banques et hackers crypto dans le cadre du Clarity Act, cette nouvelle réglementation crypto US qui nous assure non pas un bottom de bear maintenant, mais le bull run de 2027, 2028, 2029 sera forgé sur ce Clarity Act. Et bien sûr, les développements géopolitiques, alors là, franchement, ça change toutes les heures. Donc officiellement, il n'y a pas de discussion entre l'Iran et les États-Unis. Et officieusement, il y a des contacts pour trouver un moment ou un autre, un moyen. Bon. Et puis aussi, ça discute entre l'Iran, la Chine, l'Inde, certaines grandes puissances asiatiques, pour retrouver du passage dans le détroit d'Ormuz. Voilà, bon, beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première partie, oui, tour d'horizon des baromètres du risque. Donc là, je passe en revue à nouveau la finance traditionnelle. Donc le pétrole, les indices boursiers, etc., la vol, les taux. Ensuite, mars 2022, mars 2026, bis repetita ou pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, résilience Bitcoin, les vraies raisons. Voilà. Il y a des vraies raisons à cette résilience, qui ne sont pas le soi-disant aspect refuge qui n'existe pas, qui n'existera d'ailleurs jamais. Ensuite, il ne faut jamais dire jamais, Bitcoin, on se fait un gros point technique sur tous les horizons de temps, et idem pour les alts. Bienvenue, nouvelle édition du CTB. Vous voulez trader les cryptos avec un effet de levier, vous voulez pouvoir ouvrir une position longue et une position short, mais vous ne voulez pas trader avec les contrats futurs, vous ne voulez pas trader avec les contrats futurs perpétuels, pas de contrat, pas d'échéance, pas de funding rate, chers amis, faites simple, le trading au comptant avec effet de levier ou spot margin disponible au sein de l'entité européenne de Bybit et où régulé conforme à la réglementation européenne via la régulation MiCA, le trading au comptant avec effet de levier ou spot margin, c'est simple. Vous tradez avec vos cryptos en collatéral, avec un effet de levier jusqu'à 10
avec un intérêt annuel nettement inférieur au funding rate des contrats futurs. Exemple, 1000 USDC sur votre compte, effet de levier jusqu'à 10. Vous pouvez donc ouvrir une position jusqu'à 10 000 $. Prenons l'exemple d'un Bitcoin à 50 000 $. Avec 1000 USDC sur votre compte, vous pouvez donc contrôler 0,2 BTC. Le process est simple. Vous commencez par un quiz réglementaire, ça prend 2 minutes. Vous activez vos actifs, vos cryptos en collatéral. Vous activez le spot margin via un simple bouton. Chers amis, suivez mon lien exclusif en description puisque si vous déposez 100 € dans les 7 jours qui suivent votre inscription, vous recevez 20 USDC et 20 € en BTC. Allez, c'est parti les amis, vous avez vu, je vais à la salle non-stop là. En ce moment, je suis à fond sur le CrossFit et l'Aerox pour développer à fond cette masse musculaire. Alors, donc revenons à notre sujet. Guerre Iran-États-Unis, tour d'horizon des baromètres du risque. Je commence par la finance traditionnelle, donc on n'y est pas, bien sûr, les comptes n'y sont pas. L'actualité géopolitique ne l'autorise pas. Le pétrole reste en zone de risque. Donc ça, je vous ai montré cette cartographie à plusieurs reprises, cartographie chartiste. Alors pourquoi zone d'alerte rouge au-dessous des 80 $? Parce que toute l'année 2025 a été passée sous 80 $. Donc lorsqu'on fait un delta entre le prix de 2026 et 2025, la contribution est positive de l'énergie au calcul de l'inflation, vous me suivez, au-delà des 80 $. Au-dessus de 92, 94, ça pue. Ça pue comme le début de la guerre en Ukraine. Et au-dessus de 120 $, c'est 146. Là, on va s'en manger une sévère. Donc, pour l'instant, eh bien oui, le prix du pétrole, au-dessus des 92, 94, je parle du WT, le brut US. Faites attention, le Brent n'a pas le même prix. Nous sommes en zone de choc inflationniste, donc là, il n'y a aucune détente. Nous sommes toujours en alerte rouge, alerte maximale sur le prix du pétrole. Et oui, c'est pour ça que c'est étonnant que Bitcoin... Mais bon. Alors, sur le prix du gaz, non. Le contrat qui fait référence en Europe, le TTF, lui n'a pas donné d'alerte rouge. Il est dans un haut de range. Oui, il a rebondi. Tant qu'on ne dépasse pas cette résistance des 56-57, nous ne sommes pas sur le régime d'envolée du gaz ici au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Là, il n'y a pas d'alerte rouge. Donc là, c'est là où pour l'instant, ça va. Bien sûr, le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Oui, il y a quelques bateaux qui repassent à travers le détroit, quelques bateaux chinois, indiens, etc. Mais bon, toute l'industrie pétrolière autour du Golfe, elle est à l'arrêt de toute façon. Donc, il y a des discussions entre l'Iran et certaines puissances asiatiques, mais pas celles qui sont considérées donc comme alliées avec les États-Unis. Donc voilà. Alors, ensuite, je continue du côté des baromètres du risque. Donc le VIX, ça va encore. Il y a eu, donc là vous avez les bougies hebdomadaires, donc là l'ouverture s'est fait là, la clôture s'est fait là. La zone de risque pour le VIX, c'est de dépasser les 28-29. Globalement, même si marché action a reculé, il tient encore. Le marché a toujours l'espoir que le conflit soit court, qu'il s'arrête fin mars, début avril, et que progressivement les choses reprennent. Donc c'est encore le facteur temps qui joue. Pour l'instant, la volatilité implicite montre que les choses sont sous contrôle. Alors finalement, c'est là aussi peut-être une explication de la résilience de Bitcoin, c'est que même si le marché action a corrigé, alors il était déjà très haut, très, très élevé, la vol, elle, reste sous contrôle. Je continue mon tour d'horizon du côté des baromètres du risque par le S&P 500. Le S&P 500, lui, alors, a donné un signal proche de celui ici que fut le début de la guerre commerciale, encore le bear market de 2022, la crise sanitaire, ok, très bien. En fait, il y a quand même une forme de résilience. Alors, on voit que ça baisse par étapes. Chaque séance de baisse ne se traduit pas par un décrochage. Le marché, d'ailleurs, a pris appui sur sa moyenne mobile à 200 jours. Ça tient. Là, on se reprend. C'est un peu comme Bitcoin. Est-ce que c'est un dead cat bounce? Il y a un niveau qui sera clé à 6800 points. Voilà. Si le S&P 500... En fait, il y a une série de creux et de sommets descendants là, en daily. Si on échoue sous 6800, c'est que cette tendance corrective va se poursuivre. Alors la Fed va probablement... Vous savez, la Fed, elle cause mercredi. On va voir comment elle s'exprime par rapport à la remontée du prix du pétrole. Et surtout, ça va être intéressant de voir ce que les économistes de la Fed nous disent des anticipations d'inflation. Parce que bon, la partie pétrole, c'est les éléments volatiles, alimentation, boisson, énergie. Et ça peut retomber assez vite. Ça n'impacte pas forcément l'inflation sous-jacente, elle qui est plus axée sur les services. On va voir un peu quel est le message de la Fed. En même temps,
Là, c'est inconfortable pour la Fed parce qu'elle-même, elle est d'ailleurs dans l'incertitude de la durée du conflit. Il y a beaucoup de paramètres, les paramètres trumpiens, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais en fait. Donc c'est vrai que ça commence à... En tout cas, dans les baromètres du risque, il y a aussi les anticipations liées à la Fed. Aucune baisse d'auto, bien sûr, avant 2027. Mais ça, c'est maintenant. Si le conflit s'arrête demain, vous allez voir que à nouveau, il y aura des anticipations de baisse de taux pour le printemps 2026. Pourquoi il n'y a pas d'anticipation de baisse de taux avant 2027 ? C'est parce que là, c'est l'incertitude. Combien de temps le prix de l'énergie va rester élevé ? Combien de temps cela va avoir un impact sur l'alimentation ? À la hausse aussi. Si le temps passe et qu'on dépasse une certaine durée, cela finit par impacter les taux d'inflation. Combien de temps ces taux d'inflation vont donc rester au-dessus de la cible de la Fed ? Enfin, il y a plein de points d'interrogation. Le point d'interrogation central, c'est la durée de la guerre, la durée de la fermeture du détroit d'Ormuz. Et derrière, il y a tout des faits dominos, si vous voulez. Mais comme ce sont des points d'interrogation partout, on peut être que dans la supposition. Le dollar, dernier baromètre du risque, a rebondi. Donc lui, rappelez-vous, c'était un peu l'anomalie du bear market par rapport aux deux bear markets précédents. Bah, finalement, là, le dollar est à nouveau tout en haut. Donc alors, ceux qui ont converti toutes leurs cryptos en stablecoin USD depuis quelques semaines, quelques mois doivent être contents. C'est revenu tout en haut. Il arrive au contact de la frontière technique où s'il accélère encore, il donnera le même signal bullish que là et que là. Et là, je vous le dis tout de suite, si le dollar donne ce signal bullish, Bitcoin continuera son bear market et ira chercher la zone qui est globalement attendue pour la fin du bear, ça reste la zone comprise entre 45 et 55. Peut-être tellement attendue qu'on n'ira pas, mais si le dollar dépasse ça, on ira. Bon, voilà pour le tour d'horizon des baromètres du risque. Il y en a plein d'autres, mais je continue. Alors, mars 2022, mars 2026, bis repetita. Bis repetita. Alors, effectivement, le conflit a commencé le 28 février. Enfin, les opérations militaires ont commencé le 28 février 2026. Souvenez-vous des opérations militaires en 2022 qui avaient commencé le 24 février 2022. Et à l'époque, je me souviens très bien d'ici parce que c'était déjà une époque où je racontais un peu ma life sur les cryptos. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire des vidéos. Alors, je suivais déjà le marché crypto, bien la vérité, hein, depuis la poussée à 20 000 $. Mais ensuite, vraiment, lorsque le marché a bottomisé début 2018 autour des 3-4 000 $, c'est là où moi j'ai commencé à m'y intéresser à fond. Mais vraiment à faire des vidéos, je crois que j'avais commencé ma toute première vidéo avec une webcam toute pourrie fut en août 2020. Donc, février 2022, et donc à cette époque-là, déclenchement de la guerre en Ukraine, le pétrole s'envolait, le gaz s'envolait, beaucoup plus que maintenant pour le gaz. Et Bitcoin avait fait 40% de hausse, pour finalement échouer à la moyenne mobile à 200 jours. Donc là, vous avez les bougies daily, la moyenne mobile à 200 jours. Ah, et de continuer son bear. Attention, nous ne sommes pas au même stade de bear. D'un point de vue de l'action des prix, nous sommes actuellement soit ici, soit déjà dans la phase de latéralisation. Il y a des éléments, j'arrive, il y a des éléments en faveur du fait qu'on serait déjà dans la latéralisation, et d'autres qui disent qu'il manque le dernier drop. Mais on n'est pas là en tout cas, on est soit en équivalence ici, ou ici. Donc la certitude, elle est là. Donc effectivement, là, le conflit a commencé le 28 février, et nous sommes, donc le 28 février, c'était là. Donc regardez, le vendredi 27 février, c'est là, et donc Bitcoin nous fait une poussée. À noter que depuis le début de notre bear market, il n'a jamais retesté sa moyenne mobile à 200 jours. Ça, si vous voulez, c'est la frontière hein, entre... je vous montre. Voilà, donc le changement de tendance, c'est la confirmation du bear market. On la casse, on confirme. La fin du bear market, ce qui confirme que c'est définitivement terminé, c'est lorsqu'on la redépasse et qu'elle change de pente. On a le temps. Là, on doit être à peu près, on est soit ici, soit à peu près ici en équivalent. Donc vous voyez, donc là, et ben voilà, là elle va nous tomber dessus. De toute façon, je vous dis comment l'histoire va se faire. Hein. Je vous donne boule de cristal. Elle va faire comme ça, elle va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Soit nous ici, là on fait encore un range de caca et boum, dernier drop vers les 45-50, ça va stabiliser, elle tombe comme ça et boum, et en fin d'année, on la reprendra comme d'habitude. Soit en fait on est déjà en latéralisation, peut-être qu'on fera un double bottom, elle arrive, machin, boum, 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 et on finira par repartir au second semestre. Donc vous voyez l'histoire se répète. La question c'est, est-ce que maintenant,
est-ce que maintenant on va la retest ou est-ce que de tout le bear on la reteste pas? Le plus optimiste des analystes dans le dead cat bounce actuel vous dira qu'au grand max on va chercher ce machin. Là, voilà, si là vous avez pris des trades sur les alts depuis quelques séances, même quelques semaines, parce que les alts rebondissent depuis quelques semaines, et que vous vous demandez quand est-ce que je dégage, alors déjà ici, déjà le niveau des 80K, je vais vous expliquer pourquoi, déjà là, on peut se dire qu'on peut dégager. D'ailleurs, alors, bon, j'arrive, bref, là c'était la comparaison avec avec 2022. Je continue parce que c'est plus tard que je vais être plus précis sur l'analyse technique court terme. Donc déjà, il ne faut pas repasser sous 71, sinon c'est fini. Donc, on a fait 76 déjà. Ensuite, alors, résilience de Bitcoin, les vraies raisons, pourquoi ça résiste. C'est pas une histoire d'aspect refuge. Les raisons sont simples. C'est pas du tout lié à la guerre. Mais effectivement, pourquoi Bitcoin résiste? Les raisons, il y en a 5 complètement logiques. La première raison, c'est quoi? Le S&P 500, avant la guerre, le DAX et le CAC 40. Donc le CAC 40, le DAX, avant la guerre, regardez, étaient sur leur record historique. Les indices boursiers, avant les opérations militaires, étaient sur leur record historique. Donc eux, ils corrigent. Bitcoin, avant les opérations militaires, avait perdu 52% depuis son record historique. Le drawdown en cours de clôture, c'était même 47%. Donc avant les opérations, Bitcoin était déjà en baisse de 50% depuis son record. Les indices boursiers étaient à leur record. Donc on peut se dire, bon, il avait déjà pris sa part de baisse. Donc déjà, ça c'est la première explication. Mais il y en a d'autres qui sont plus percutantes. Mais celle-là est pas mal. Deuxième explication, le marché est toujours contrariant. Vous avez sous les yeux, en noir, vous reconnaissez Bitcoin. Vous avez les positions, la prise à effet de levier. Par exemple, dans ce range ici, là, entre 80 et 90, regardez, il n'y avait que des positions longues. Le marché prend toujours à revers la majorité. Un range, les gens achètent, bear market, on sort toujours par le bas. Et là, la différence, c'est quoi? C'est que depuis le début des opérations, il n'y a eu que des positions short. Donc depuis le début des opérations, Bitcoin était dans un petit range, entre 65 et 70, avec que des gens qui shortaient. Les positions longues à effet de levier, il n'y en a quasiment plus. Tout le monde, les gens se sont fait tellement déglinguer dans cette phase-là. Regardez, je vous montre ici le Bitcoin Spent Out Profit Ratio, le SOPR, les prises de perte. Les prises de perte. Dans la phase de drop qu'il y a eu entre 95 et 60, il y a eu des prises de perte, regardez en rouge, des prises de perte équivalentes à la fin du dernier bear market. Alors vous allez me dire, non mais regardez, là on n'était plus bas, oui, mais ça, cette mèche ici, là, c'était la faillite d'FTX. Dégagez-moi cette mèche-là, et regardez le reste. En fait, on était à ce niveau-là, voilà, même niveau. Donc, si vous voulez, en termes de prise de perte, on parle là, les bottoms se font toujours quand la majorité capitule. Et il est vrai que dans le drop à 60, il y a eu des prises de perte, donc des longs qui se sont fait dégager, qui sont partis, équivalentes à la fin de l'ancien bear market. Donc en fait, les opérations militaires ont commencé. Il y avait déjà 50% de baisse. La capitulation à 60K était déjà massive. Donc il n'y avait plus de longs à saigner. Un marché, il baisse dans les bear markets, c'est quand on prend les stops des acheteurs. Sauf si tout le monde dégage, mais il y a beaucoup qui hold. Donc quand ça baisse, c'est on prend les stops des acheteurs. Mais là, les stops des acheteurs avaient déjà été pris à 60K. Ensuite, quand les opérations ont commencé, les gens n'ont fait que shorter. Donc les stops qu'on pouvait prendre, c'était que les stops des vendeurs. Et prendre un stop de vendeur, bah, c'est bourré. Parce que le vendeur, il veut que ça baisse. Donc son stop, il est au-dessus. Bah, on va le chasser. Donc ça pump. Et c'est ce qui s'est passé là avec le petit pump du BTC à 76K. Prendre les stops des vendeurs. Et là, vous voyez que ça commence à changer. Ça y est, ça repasse à l'achat. Et si ça se repasse massivement à l'achat et qu'on monte à 80K, vous allez voir qu'ensuite on va redropper pour reprendre les stops des acheteurs. C'est ça. Le marché n'est que chasse à la liquidité et manipulation par les instituts. Surtout sur les positions à levier. Donc, alors, c'est vrai que là, il y a une capitulation qui ressemble beaucoup à la fin de l'ancien bear. La question, en fait, c'est ça, c'est est-ce que c'était la dernière à 60K ou est-ce qu'il en reste une dernière à 50? Bon, ça, c'est le débat maintenant dans lequel nous sommes, hein, dis-vous bien. C'est le débat dans lequel maintenant nous sommes. Donc voilà, ça, c'était les dernières explications. Pourquoi Bitcoin tient? Bah, il est dans la bande de son coût de production moyen.
Alors, coût de production moyen, là, ça intègre tout, électricité, tout le bordel, les machines, etc. C'est moyen, ça dépend bien sûr des pays, combien coûte l'électricité, donc c'est moyenne mondiale. Et donc, on sait qu'historiquement, vous voyez par exemple, la fin de l'ancien Berre ici, en 2015, on avait fait des mèches en dessous, mais qu'on avait tenu la bande. La fin de l'Aubert de 2008, on a fait une pattern d'accumulation juste en dessous. Là, c'était le choc de la crise sanitaire, on a fait des mèches en dessous, mais on l'a tenu. La fin de l'ancien bear market de 2022, on était resté dedans. Et là, on est dedans. Donc en fait, c'est pareil. Alors pourquoi donc ça tient? Parce que les opérations militaires du 28 février, elles ont commencé là, et on était dans la bande basse du coût de production. Donc vous voyez, tout ça ensemble fait que les opérations militaires n'ont pas augmenté la pression baissière. Maintenant, regardez, là où est-ce qu'on est? On est revenu dans la partie haute de la bande. Bon, et pour la passer, il faudrait vraiment un truc bullish, quoi. Ça pourrait être la validation imminente du Clarity Act. Mais est-ce que ce sera cette semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, on ne sait pas. Le Clarity Act, il y a besoin d'un compromis entre les banques et les acteurs crypto sur le rendement des stablecoins, ça prend du temps. Voilà, ça on verra. Pour l'instant, il n'y a pas, ça discute toujours. Alors la situation technique sans langue de bois, il y a des éléments de momentum favorables à la fin du bear, il y a des choses quand même qui sont bluffantes, notamment le RSI. Le RSI weekly, vraiment, est ressorti par le haut de la zone de survente. Ici, fin du bear market 2015, fin du bear market 2018, fin du bear market 2022. Sauf que là, attention, on avait fait une longue divergence de 6 mois. Donc quand le RSI ressort comme ça, c'est soit la fin du bear, soit le début de la latéralisation. Et my God, ça, c'est pareil sur le RSI du ratio Bitcoin Gold, et c'est pareil sur le RSI du ratio Bitcoin Silver. Donc il est vrai que lorsque je regarde le RSI du Bitcoin, le RSI du ratio Bitcoin Silver, le RSI du ratio Bitcoin même S&P 500, ça me dit que soit on a fini le bear, soit on est entré dans la latéralisation. Ce n'est pas compatible. Alors, je vous dis que c'est pas compatible avec un dernier bottom. Faux. Regardez. Allez, rappelez-vous ici FTX. Regardez. FTX, ici. La situation avec FTX. Le RSI était ressorti par le haut. Donc on rentre en latéralisation. Mais il y avait eu un dernier choc qui avait duré quelques jours. C'était la faillite d'FTX. Mais ce dernier choc était en divergence haussière. C'est peut-être ce que nous aurons à un moment ou à un autre quelque part. Un dernier choc vers les 50-55 qui sera en divergence haussière, et là, boum, c'est fini. En tout cas, c'est vrai que le RSI me dit, my God, déjà un signal de latéralisation, déjà très tôt, c'est vrai que, bon, alors, d'un point de vue temporel, ça tient pas la route. La phase de latéralisation la plus précoce avait commencé 220 jours après le début du bear. Nous ne sommes que 162 jours, mais en même temps, toutes les choses, tout change de cycle classique, il y a eu tellement de nouveautés. Ici, le nouveau record avant le halving, on n'a pas eu le blow-off top, il y a tellement de choses différentes qui fait qu'au final, bon, je pense qu'il va falloir peut-être être moins... alors c'est vrai par contre que le top, là, on l'a fait vraiment dans le timing attendu, donc voilà. Bon, c'est vrai que d'un point de vue temporel, qu'on ait déjà démarré la phase de latéralisation, alors sinon ça voudrait dire que pendant encore 3-4 mois, 5 mois, on ferait peut-être... Alors le best case scénario, ça pourrait être pourquoi pas faire encore un gros range comme ça pendant 4-5 mois au-dessus des 60, et puis finalement on sortirait par le haut. Bon. Vous voyez que c'est pas évident, hein, mais c'est vrai que je vais pas refaire avec vous le tour d'horizon de tous les modèles que je regarde, mais il y en a 3-4 qui comptent pour le bottom, et notamment par exemple, je vais vous montrer le CVDD, qui a été un des plus précis à choper les fins de bear market, et lui voilà qui passe à 48K. Bon, on retrouve toujours ces zones entre 45 et 55. La chose est que notre ancien bull run n'est pas allé chercher les objectifs habituels, et donc il y a un narratif qui commence à arriver que nous n'avons pas été chercher les targets attendus sur l'ancien bull run. Du coup, c'est le piège de croire que nous allons atteindre les targets attendus du bear. Mais un bear est toujours plus violent qu'un bull. Un marché peut tomber par sa propre inertie, simplement par l'absence d'acheteurs aussi. Alors que pour monter, il faut des acheteurs. Un marché ne monte pas par l'absence de vendeurs. Il faut des acheteurs. Bon, voilà. Maintenant, de toute façon, le débat est là. Avons-nous commencé la latéralisation à 60K ou manque-t-il un dernier drop qui peut être causé par un choc exceptionnel, hein. Bon,
Ça va être ce qui va nous occuper. Face à cette incertitude, il peut y avoir l'option de rentrer petit à petit. C'est vrai que je termine par les alts. Par exemple, ETH. Alors, elles ont toutes la même config. Alors, attendez, je remonte un truc sur BTC. On est couvert par la trendline et on est couvert par, regardez, le Kumo journalier du système Ishimoku. La trendline, le Kumo journalier du système Ishimoku. Elles sont toutes pareilles. Vous avez, on ne comprend plus rien mon graphique là. Donc sur ETH c'est pareil, vous avez la trendline. Donc c'est vrai que ETH, regardez, a donné le même signal que la bougie du 9 mai. On a dépassé les 2130. On se dit, my god, c'est puissant. Et la chose, par exemple, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, c'est que là on était sorti du Kumo. Là on est dedans, on est sous la trendline. Bon, why not, le machin pourrait pousser à 2004-2005, mais si vous voulez, bon, il y a un biais de reprise au-dessus des 2130. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que là, ça y est, c'est reparti bon, tant qu'on est sous ces résistances-là, c'est pas évident d'avoir une conviction forte. Après, oui, c'est sûr que nous sommes en zone basse sur le plan chartiste. C'est vrai que moi, je pensais quand même qu'on allait à un moment ou à un autre aller entre 1004 et 1007 pour vraiment terminer. Mais en fait, c'est le même débat. Est-ce que Bitcoin va entre 50 et 60 ? La question, est-ce que Bitcoin doit d'abord aller entre 50 et 60 avant de vraiment stabiliser ? C'est la question de savoir, est-ce que ETH doit aller entre 1004 et 1007 ? 1004 étant là le record, 1450 de l'ancien cycle. Alors c'est vrai que par contre, qu'on l'avait déjà retest en avril dernier. Bon. Mais de toute façon, on comprend bien que là, ça commence à être des grosses zones basses sur les indicateurs de momentum. C'est voilà, c'est la même chose sur le BNB, on n'est pas loin de la trend, on a pris le 61,8 là, mais regardez pareil, regardez, c'est Bitcoin, on est couvert par le Kumo Daily, tous les bear markets sont limités par le Kumo Daily, on est couvert par le Kumo Daily pour l'instant, ETH, on est couvert par le Kumo Daily, donc le Kumo c'est le nuage du système Ishimoku, vous pouvez mettre sur le graphique, mais vous connaissez, je vous apprends rien, le BNB il est couvert par le Kumo Daily, et le sol, il est couvert par le Kumo Daily. Donc vous voyez que tant qu'on est couvert, ça ressemble beaucoup au rebond qui a échoué mi-janvier. Voilà, c'est fou, mais ça ressemble beaucoup à la différence que là, il y avait énormément de gens qui achetaient. Là, c'est plus le cas dans notre truc, et à la différence près qu'on n'est plus du tout dans la même situation de RSI Weekly. Voilà, en tout cas, sous les moyennes mobiles à 200 jours, nous sommes en bear. Donc, et là, elle tombe dessus, et non, mais c'est beaucoup trop tôt. Si le bear market il est déjà terminé, si le bear market devait déjà être terminé, franchement, ça me paraît pas probable. Mais si c'est le cas, ça veut dire une chose, le cycle de 4 ans n'existe plus. Voilà. Si le bear market est déjà terminé à 60K pour X raisons, peut-être le Clarity Act aux States, l'arbitrage des métaux précieux vers les cryptos, on va mettre définitivement à la poubelle les mesures temporelles du cycle de 4 ans. Enfin, au moins, c'est vrai que ça commence à être relou cette histoire de timing. Enfin, relou, en même temps, on avait une visibilité, c'est-à-dire qu'on avait 1 an de bear et 3 ans de bull run. Donc si on perd ça enlève aussi de la prédicabilité. Voilà. Alors je termine par DOT, parce que DOT, ça fait forcément partie des jetons qui intéressent tout le monde. Le plus bas historique, pas forcément en market cap, mais voilà, le RSI ressort par le haut de la zone de survente. Là, ça bottomise. En plus, là-dessus, il y a un ETF qui arrivera. Effectivement, je veux dire, alors, je me disais qu'il fallait peut-être prendre cette mèche-là, mais entre 1 et 1,30, DOT, ça se paye. Voilà. Entre $1 et 1,30 $, ça se paye. Et ce truc sur le prochain cycle peut sans problème remonter en direction des 10. Effectivement, DOT, mais il y en a d'autres, des jetons comme ça qui font partie de ceux qui botomisent, moi qui m'intéressent. Regardez, Horizon par exemple. C'est vrai que quand on regarde les alts, on a tous envie de les payer. Regardez, ça c'est niveau le plus bas historique. Bah voilà, là ça fait une tentative, ça fait un rebond. Ou encore Compound, là on est sur de la DeFi. Alors ça se fait bouffer par AAV et Morpho, mais on est sur de la DeFi lending. Pareil, là, il y a eu une prise de mèche. C'est vrai que quand on regarde comme ça, ou Axelar qui est un des jetons importants de l'interopérabilité entre les blockchains, il y a aussi un projet d'ETF.
c'est vrai que quand on voit tout ça, les alts qui sont en bas, qui baissent plus, qui botomisent, ou même encore STX, c'est de la tokenisation sur la blockchain Bitcoin. C'est vrai qu'on regarde tous ces graphiques, on se dit, mais my god, c'est la zone basse moyen long terme, mais c'est là où il faut que j'achète pour faire x10, machin, mais bon, faut être patient. En tout cas, c'est certain que si le Clarity Act aboutit, cela favorisera les alts. Après, là, ça nous emmerde, cette histoire de pétrole, cette histoire d'anticipation d'inflation, etc. Donc il ne faut pas non plus que ce conflit dure, passe en mode hors de contrôle. Voilà, merci à toutes et à tous, et passez une bonne semaine, salut.